Bonjour, bienvenue. Du rire dans les oreilles, de l'ail dans le cœur. Vous écoutez iPod, le parfait mélange de connaissances et de bonne humeur. Bonjour et bienvenue dans ce 53e épisode d'iPod. Avec moi aujourd'hui pour vous divertir, nous avons Clément. Salut Clément. Salut à tous, ça va ? Ça va et toi ? Ça va. Et nous avons Alexandre. Salut Alexandre. Hello, comment ça va tout le monde ? Ça va. Et il fait le clown en nous envoyant des sons dans les oreilles que vous ne pouvez pas entendre. C'est Dorian. Salut Dorian. Bonjour à tous. Heureusement pour vos oreilles. Bonjour. Et aujourd'hui, je suis en direct de Slovénie. Oh, la Slovénie. Il fait beau là-bas ? Non, il pleut tout le temps. C'est un enfer, j'en ai marre. C'est la Bretagne en fait. Ah ouais, mais non, c'est pire que la Bretagne parce que genre depuis Non, 3 mais- semaines, il pleut quasiment tous les jours. On a eu peut-être 2 jours de beau temps et puis c'est tout. Et puis le pire, c'est qu'il y a des matins Mhm. où genre tu te lèves et puis il fait beau. Et puis non, bah il pleut le reste de la journée. Ça se couvre et il pleut. C'est un enfer. Donc là, il te reste qu'une demi-heure et après, il va faire pluie comme vache qui pisse, quoi. Ah ouais, bah là il pleut non-stop depuis 3 jours. Hein. Un peu comme dans le sud de la France en fait. D'accord. Bon, moi, c'est bien, les nappes phréatiques Bah, seront pourtant- pleines. Ah, j'ai vu en France, c'est un peu le bordel, hein. Surtout en Ardèche quoi. En tout cas, ils ont intérêt à stocker. C'est une année où il y aura de la flotte. Ah ouais, un peu trop, ouais. Ah bah ça c'est la faute au goudron, Ouais. ça empêche Ouais, de s'infiltrer dans les il y a des sols. grosses intempéries. Ouais, mais c'est aussi parce que c'est Des- pas géré. C'est des la faute personnes dans la du flotte. mobilier urbain. Oui, après ça peut être prévu au niveau du cours d'eau qui passe par là, mais qui est bien bordé. Non, mais c'est des régions qui sont pas habituées. Nous, il pleut comme ça tout le temps chez nous. Et pourtant, c'est bien habitué. Et ça déborde pas tant que ça. Mais ouais, à cause du goudron, ça Hein empêche l'eau de s'infiltrer dans les sols. Oui, mais c'est ce que je dis. C'est que c'est pas prévu. Elle stagne. Hein. C'est quand tu vois à Paris et tout, il a plu aussi comme énormément. Ils ont retenu les différents canaux au niveau des barrages en amont, etc. hein, pour éviter que ça inonde tout le monde. Hein. Et puis avec la crue du début du siècle, ils ont appris leurs erreurs. Mais bon, c'est sûr que le sud, ils sont pas habitués à la flotte, donc Bah va falloir qu'ils s'y mettent parce qu'avec le réchauffement climatique, ça va arriver de plus en plus souvent. J'étais à penser, je sais pas si c'est possible de faire des gros trous, mais à des endroits bien spécifiques pour que l'eau, quand elle arrive, elle aille directement dans les nappes. Ouais, comme à la plage. Le problème en fait de percer une nappe phréatique, c'est que tu la rends en fait, tu la mets à ciel ouvert. En fait, c'est plus une nappe phréatique quoi. C'est Non, mais c'est juste pas forcément un très très gros trou, mais plusieurs trous qui vont du sol jusqu'au tout en bas pour que l'eau, au lieu qu'elle inonde, tout en bas. Non mais tu te Tu- vois tu sur la mets des plage, quoi, arbres. c'est pas possible. Tu crois vraiment que tu peux mettre des trous comme ça et l'eau elle va aller dans le trou, ça va Ouais, pas puis déborder. le truc c'est que Ouais, il y a veut une aussi chance que les ça idées de rebouche. faire des super bassines pour stocker de l'eau pour l'été, mais les écologistes ils sont contre, alors c'est pas qui a Ouais, raison, ça, qui a c'est- tort. Ça c'est des grands lacs, grands étangs artificiels. Parce qu'après, t'as les paysans qui se plaignent qu'en été, il n'y a plus de flotte et du coup, ça ruine les cultures. Bah, le problème de ça, c'est surtout que c'est parce que c'est certains grands agriculteurs qui pouvaient le faire et pas tous, et du coup ils avaient un monopole sur l'eau. C'est ça le problème. Et c'est un peu aussi l'enjeu d'un James Bond Quantum of Solace qui est passé un peu en dessous des radars où t'as le grand méchant, il retient Mhm. toute l'eau d'une région et je trouve que Oui, ouais, c'était vachement ouais. bien vu et Un vachement actuel. écologiste. Et pourtant, il est pas si connu que ça, pas si apprécié en tout cas. Je l'ai vu il y a pas longtemps. Le sujet est bon. Par contre, c'est vrai, le sujet est intéressant. Mais le film en tant que tel, un peu moins bien, je trouve. Bon, on dit de par chez toi, mais en fait, ici aussi, hein. Enfin, là, je regardais sur mon balcon vite fait, il fait pas excessivement beau, hein, il pleut. Peut-être pas chez toi, Dorian. Oui, mais si. Oh bah si, moi il pleut. Hein. Bah tu nous diras quand même si la Slovénie c'est beau. La prochaine fois. Alors la Slovénie, c'est un pays qui est très très beau, qui est essentiellement forestier. On est passé par des routes qui sont hyper jolies. Il y a des ours. Alors, on n'en a pas vu. C'est un pays qui a l'air assez faiblement densément peuplé. Et du coup, bah, t'as de l'espace. Par exemple, si tu prends la capitale, Ljubljana, bah, c'est une assez petite ville en fait. T'as le centre historique qui est pas hyper gros, tu dois le traverser en une demi-heure à pied. Après, t'as une périphérie À plus peine. moderne, urbaine autour. Mais ouais, le centre, c'est plutôt mignon. C'est assez à taille humaine en fait. On est monté au château, t'as quoi? T'as genre un quart d'heure, 20 minutes de montée à pied, tu vois, Ah ça, oui. ça reste à taille humaine. Il y a un joli parc aussi dans Ljubljana qu'on a traversé à pied.
Il y a un truc qui est marrant, parce que comme on roule beaucoup, je vois un peu les trucs différents sur la route. Et en Slovénie, il y a un truc qui a pas trop par chez nous, c'est dans pas mal de villes, alors pas tous, mais la plupart des passages piétons sont matérialisés par un truc qui est au-dessus de la route. Donc il y a 2 piquets de part et d'autre de la route avec un panneau au milieu qui symbolise un passage piéton et une lumière de chaque côté qui clignote pour vraiment Avertir, ouais. avertir qu'il y a un passage piéton. Dire attention, là, il y en a un, ouais. Ouais, Ça c'est marrant, bien. j'avais jamais vu ailleurs. Bah, je pense qu'ils ont peut-être eu trop d'accidents, de gens qui se sont percutés, ils ont dit bon, on va peut-être réagir, quoi. Il y en a qui roulent un peu vite en ville en Slovénie. On a vu des mecs qui bombardaient un peu. Ils ont pas le temps, ils sont pressés. Et puis qu'est-ce qu'il y avait d'autre C'est des Parisiens. Voilà, on a visité un peu. Donc on a visité une mine de mercure. Donc elle est désaffectée maintenant parce qu'en fait le mercure est beaucoup moins utilisé maintenant. Et c'était la 2e plus grande mine au monde. C'était hyper intéressant. Alors la plupart des tunnels, il y avait je sais plus combien, 700 km de tunnels, je crois un truc comme ça, c'était immense. C'est intéressant parce que quand tu entres dans l'endroit dans l'entrée de la mine, il y a un truc au sol où en fait tu avais tous les niveaux avec tous les tunnels. Et c'est en 3D en fait, c'est lumineux. Chaque niveau a une couleur différente. Et donc il y a des LED qui éclairent et en fait tu vois toute l'étendue de la mine en 3D quoi. Et c'était hyper intéressant. Et donc ouais, la plupart des tunnels ont été comblés et en gros tu visites... apparemment il y a toujours une activité semi-minière mais plutôt de recherche à cet endroit-là. Donc il y a encore quelques personnes, 5-6 personnes qui travaillent dedans, sinon c'est désaffecté, tu visites toi. Et c'est hyper intéressant parce qu'à la fin de la visite, ils te donnent un flacon. En fait ils te donnent 2 flacons. Un avec de l'eau, donc en fait ça fait très peu d'eau dans le flacon. Parce que c'est l'équivalent... Attends, il y a un tracteur qui passe. Bonjour le tracteur. Bonjour. Ils appellent ça une mine. Une mine. Donc il vous à la fin de la visite, c'est un tombeau. À la fin de la visite, il vous donne 2 flacons. Et donc en fait, dans un flacon, il y a 1 kilo de mercure, je crois. Et en fait, ça représente genre 2 cm au fond du flacon de mercure, parce que c'est très très lourd. Et dans l'autre, il y a du coup 2 cm de flotte, mais ça pèse rien en fait. Et du coup, tu vois la différence de densité des 2 trucs. Enfin, c'est vraiment impressionnant. Tu as vraiment l'impression d'avoir le mercure, tu as l'impression qu'il n'y a rien et pourtant ça pèse 1 kilo quoi. Et à côté, la flotte, tu as vraiment l'impression que tu n'as rien dans la main quoi. Et petite question, et pour quand il le récoltait, c'est quoi? Il le récoltait à l'état liquide à ce moment-là? Parce que normalement, ça a une température de fusion à 30, à une autre température ambiante. Donc, Oui, alors en fait, ça dépend des zones dans la mine, en fait, et ça dépend à quel point le mercure est vieux et oxydé avec d'autres trucs. Tu peux le trouver à l'état de gouttelettes donc, à certains endroits dans la mine. C'est vraiment entre les strates de la roche, tu as des petites gouttelettes de mercure. Et sinon, en fait, c'est un espèce de minerai qui est rouge. Et après, il fallait qu'il le fasse... En fait, il le faisait fondre. Il a expliqué, le gars, il le faisait fondre. Et après, en fait, il faisait comme une distillation d'alcool. En gros, le mercure, il s'évapore plus vite que les autres trucs. Et donc, du coup, tu as un genre d'alambic. Et puis après, c'est refroidi dans un serpentin. Et tu que le mercure qui retombe. Ah, c'est marrant. Donc, en fait, ils extraient les vapeurs de mercure. Et après, il la recondense le mercure en gouttelettes. Voilà, après, c'est comme dans toutes les mines, tu avais des maladies, donc notamment la silicose à cause de toute la poussière de cailloux qui se prenait dans les poumons. Et en plus, comme c'est une mine de mercure, le mercure c'est pas bon pour la santé, et donc en plus de la silicose, ils se chopaient des maladies à cause du mercure. Puis apparemment, ça a l'air pas cool parce que ça te flingue le système nerveux, donc tu devais avoir des sacrés symptômes pas jojo. Ça donne envie de récolter du mercure. Ça donne pas envie. Après, on a aussi fait du woofing, c'était intéressant. C'était sur c'était chez un mec qui a acheté un terrain, qui essaye de monter sa ferme et de vivre un peu en autonomie. Et le gars, il a du courage, quoi. Il vit dans sa tente et puis là, on l'a aidé à construire. En fait, il avait déjà une espèce de cuisine qui était genre 4 piliers de bois et un toit, en gros. Un toit en tôle ondulée. Et puis il voulait fermer avec 3 murs, et donc on l'a aidé avec fermer avec 3 murs, puis on a utilisé des portes-fenêtres vitrées en guise de fenêtres pour qu'il ait un peu de lumière. Et puis des grosses planches en bois, des planches en pin quoi. Il fait ça quoi, avec de la récup? Ouais, il a fait pas mal de récup.
Et puis les planches, il les a achetées, on allait les chercher. Je crois que c'était un demi-mètre cube de bois, je crois, qu'il a pris en planche de 3 mètres. Et puis on s'en est servi pour faire les murs, quoi. Mais- C'est beau comme aventure sociale. Oui, mais c'est ça, c'est question. Comment vous l'avez rencontré, ce mec? En fait, par un site qui s'appelle, un site de woofing, quoi. D'accord. Lui, il a posté, il a dit j'ai besoin de gens pour travailler, et puis nous on y allait. Et Mais ça veut dire que puis, c'est un site qui fonctionne dans le monde entier. Enfin, dans le monde entier. Oui, ou oui, surtout c'est en ça. Europe. Ouais. On s'est inscrit dessus, il faut payer, je crois que c'est une quarantaine d'euros quand tu es tout seul et 55 euros quand nous on est deux, donc il y a une formule couple, quoi, à deux. Mhm. Et puis aussi, c'est marrant, on a essayé de faire un espèce de réchaud à bois, mais ah merde, en En poterie, terre cuite, ouais, en terre cuite, en terre cuite ou en argile. en argile. Et du coup, j'ai passé une demi-journée à creuser un trou de 80 cm dans le sol pour essayer de trouver de l'argile. Et en fait, j'ai l'impression que toute la Slovénie est assez rocheuse. Parce qu'en fait, il y a plein d'endroits où tu vois des monts, des collines et des machins, et il y a plein de cailloux blancs qui ressortent de partout. Et du coup, c'était un enfer parce qu'à chaque coup de pioche, tu tombais sur un caillou, quoi. Oui, donc ça devait te faire mal en plus quand tu tapais. Ouais, ça va. Parce que, par contre, il se casse facilement. Mais par exemple, on a dû terrasser le fond de sa cuisine pour que ce soit un peu plus plat que c'était avant. Et donc, on a pioché aussi. Et ouais, on a retiré des cailloux qui faisaient peut-être 50 kilos, quoi. Tu vois, tu retires des bons gadins, quoi. Oui. Donc voilà. Waouh. Et du coup, à part être enrichi socialement, ça te permet d'être compensé légèrement, que ce soit par l'aspect nourriture ou autre, ou enfin du coup il vous. Ouais, pendant une semaine, Ouais, on n'a rien payé, quoi. Enfin, même 8-9 jours, quoi. On a Ouais, consommé un petit peu ce qu'on avait dans le van parce que, genre, on avait des fruits et des légumes qui risquaient de se perdre. Et puis peut-être certaines denrées, mais sinon, ouais, on n'a quasiment rien dépensé. D'accord, non, c'est enrichissant. Mais du coup, pour celui qui reçoit, il doit aussi payer ou pas? Parce que lui aussi, il peut rendre service? Alors non, celui qui reçoit, en gros, il te doit le gîte et le couvert. Toi, tu travailles. D'accord, ok. En Donc fait, toi, tu peux travailles. t'inscrire. Puis en plus, en fait, comme c'est un truc un peu orienté quand même, un peu pour les gens qui sont en vacances, normalement, tu travailles genre une demi-journée et le reste de la journée, tu es censé pouvoir aller te balader. Donc genre, tu peux peut-être travailler une journée complète, puis le lendemain, tu vas te balader, quoi. Ok. Ouais, c'est des petits contrats de vacances, quoi. Non, mais c'est marrant parce que je pense que ça aussi en France, ça doit exister. Enfin, j'ai déjà vu des trucs Oui, aussi sur des t'en as reportages, partout. mais je connais pas trop. Donc bon, pour dire, moi à mon tour, parce que c'est bien beau toutes tes aventures, mais il y en a qui vivent la réalité du monde du travail et la difficulté que ça engendre. Ça commence déjà à partir pas bien, là. Mais, Qu'est-ce que tu vas nous raconter? Vas-y, ma vie de merde. Non, ça va. Non, mais en plus, c'est marrant. Enfin, ça a débuté bien. Ça a débuté par une mini explosion parce que moi, si j'avais su, j'aurais pas fait ce que j'ai fait. Quand t'as remis les piles de Avec quoi t'as joué? Non, justement, c'est truc tout con, mais j'aurais dû y penser. Donc moi, j'ai un très vieil ordinateur qui permet de faire des sauvegardes sur des vieux robots qui ont à peu près mon âge. Ok. Donc 95 par là, quoi. Ok. Et le PC que j'ai récupéré, à un moment donné, la batterie Elle tenait plus. l'empêchait de démarrer. Ok. Elle l'empêchait de démarrer carrément. J'étais obligé de la débrancher. À cette époque-là, les batteries s'enlevaient. Et il fallait un chargeur. Enfin, le même chargeur faisait le taf. Mais bien évidemment, je m'en servais, j'éteignais. Et puis dès que tu débranchais, ça coupait le PC. Normal. Et il y a eu une fois, cette fois-ci, c'est la fois de trop. Je m'en suis servi trop longtemps et j'ai laissé allumer ou éteint trop longtemps. Le chargeur, qu'est-ce qui se passe? Lui, il continue à être alimenté. Ouais. Sauf qu'au bout d'un moment, il chauffe et puis ensuite, il explose. Ah bon? Donc du coup, j'ai entendu un paf, j'ai fait, c'est quoi ce bordel? Puis je regarde, je fais, ah mais ça pue. Ah mais c'est le chargeur. Oh merde, oh putain, j'ai pas fini de sauvegarde. Oh, comment je vais faire? Puis j'ai le souvenir que le client, ça allait pas marcher. Enfin bon, bref. Donc ça, c'était la première merde. Première machine, première merde. Sur cette même machine, je vais pour repartir en production. Ah mais c'était la semaine du malheur. Je vais pour repartir en production. Donc c'est des robots de soudure. Il y a un élément qui amène le gaz. À l'intérieur du faisceau, le tuyau de gaz était pété. Oui, alors il faut préciser que le gaz est inerte, donc ça risque pas de prendre feu normalement. Non. Ça risque pas de prendre feu, mais du coup... C'est même l'inverse, c'est pour éviter que pendant la soudure, ça prenne feu, justement. C'est pour protéger le bain de soudure.
Et du coup, pour bien que je fasse bien les choses, j'avais pas fait l'essai parce qu'ils étaient en inventaire, donc j'avais pas fait d'essai avant de m'assurer que la machine fonctionnait. Donc on pouvait pas justifier que c'était le client ou que c'était moi le fautif. Donc du coup, j'avais ça comme réparation à faire. Alors pareil, c'était tout un business pour avoir du tuyau, j'ai galéré à en trouver, mais j'ai fini par en trouver, j'ai fait la réparation, c'était bon. Hein ? Attends. Vas-y Alexandre. T'as remis un tuyau, mais c'est un... Bah oui, parce que tu sais, dans les faisceaux de torche... Non, mais je sais. Oui, non, mais tu sais que c'est... Enfin, ça dépend de la marque, ça dépend de... Et il faut prendre des tuyaux. Tu prends pas un tuyau, alors... t'achètes un Castorama, ça marche pas. Hein. tu bricoles comme tu peux dans certains cas, je vais t'avouer que fait que... Oui, non, mais là, c'est pas du bricolage, c'est ultra dangereux. Et j'aurais pu faire pire. J'ai essayé de chercher du tuyau, et à un moment donné, il y a des mecs qui m'ont dit... Ouais, mais ils m'ont dit, mais essayez les tuyaux d'aquarium si c'est juste pour du gaz. Oui. C'était le diamètre, hein, c'était pile poil le diamètre, hein, mais en termes de... Rassure-moi, ils vont le refaire changer le faisceau entier. Alors du coup, j'ai pas pris ça, j'ai réussi à trouver dans ce que le client avait, enfin bon, mais une galère. D'un côté, c'est un collier que tu viens sertir avec une pince, une tenaille, putain, et de l'autre côté, c'était à visser. Mais j'y arrivais pas. Je me suis dit, putain, je vais pas me faire chier. Au bout d'un moment, ça m'a cassé les couilles. Je vais mettre un autre collier à oreille. J'ai mis un élastique du bureau à Janine. De la il date de compta. quelle année, le robot? Je t'ai dit, 95. Il doit être 95-90. Ouais, c'est pour ça que c'est encore fixé comme ça. Et du coup, ça m'a pété les couilles. Je me suis dit, putain, il faut absolument que ça tienne. Parce que si ça tient pas, je suis dans la merde et ça va pas marcher. Le robot sera en panne. Donc, je fais ça. Ça marche. J'étais là. Yes, c'est bon. Donc ça, franchement, ok. Jusque-là, ça va. Jeudi soir, 17h, je dois partir. Je pars, je prends ma voiture, je vois un témoin lumineux qui m'est déjà arrivé, où il dit t'as un pneu qui est dégonflé. Donc du coup, je fais le tour et je vois que mon pneu avant droit semble bien dégonflé. Donc je vais à un premier garage. Effectivement, je vais pour qu'il refasse la pression des pneus. Qu'est-ce que j'ai ? Une pointe, une sorte de pointe. Ouais. Du coup, je me dis putain, mais c'est pas vrai. Normalement, ils mettent une mèche dedans avec une patte là. Sauf que je suis trop proche du flanc, donc merde. impossible à réparer, faut changer le pneu. Je fais putain, je vois un autre garage qui était pas loin, parce que lui il pouvait pas me prendre. Je vois un autre garage, la semaine du pneu, ça tombe bien, mais je me dis la semaine du pneu, ça veut dire qu'il y a beaucoup de gens, donc ça veut dire que c'est mort. J'arrive à 18h, il fermait à 18h30, j'aurais dit mettez-moi les moins chers, les 2 pneus, pause comprise, parce que c'était pause à 1€, 105 balles. Franchement, ça va, parce que j'ai fait en juillet les 2 pneus arrière, 330 balles, la pause compris, et c'est pas la même marque de pneus. Enfin bon, bref. Donc content, moi je suis content, très bien. Je repars, nickel. Vendredi arrive. Fallait que je finisse, tout ça. Je me suis dit, allez, je vais partir déjeuner plus tard. Je vais pour récupérer une place de parking. J'attends un monsieur qui était garé en marche avant. Il recule. Alors déjà, ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai attendu presque 5 minutes pour qu'il sorte de sa place, parce que je suppose qu'il me branlait, enfin je sais pas. Il m'a pas vu, donc il m'a défoncé la bagnole. Ah ouais? Oui, t'as pas klaxonné? Mais en fait, j'ai klaxonné, mais trop tard, parce que je m'étais dit, mais il doit me voir. Enfin, je pensais qu'il allait juste reculer et repartir, mais non, il a reculé, et puis il avait un SUV. Il t'a défoncé la bagnole. Il m'a défoncé la bagnole. Et moi, j'étais à l'arrêt. Et du coup, le gars, il disait, je suis désolé, je sors du boulot, donc heureusement. Non, mais mec, sors du boulot, regarde, t'as des yeux, quoi. Il sort d'une place de parking en arrière, il est 100% fautif. Hein. Et du coup, premier constat pour lui, il a jamais eu d'accident, donc on fait le truc, tout ça, j'étais là à me dire putain, mais je vais pas pouvoir rentrer comme ça, quoi. 50 un parking, mais ouais. Parce que je suis ouais, il y avait 50-50, mais à un moment donné, c'est celui qui recule, enfin bon, voilà. Ouais, s'il est en marche arrière, c'est tout pour ça, Pomme. Et du coup, je pouvais pas rentrer, j'étais à Lisieux, donc j'ai 300 bornes, enfin, grosse galère. Je retourne chez mon client parce que j'avais pas fini, parce qu'il fallait que je mange, j'avais pas tout à fait fini. Donc je retourne là-bas, une dépanneuse vient me prendre pour faire même pas 500 mètres entre le client et le garage Toyota, j'aurais pu y aller presque. Bref. Je vais là-bas, du coup ils me prennent en charge où normalement il y a un loueur qui est censé m'appeler pour dire soit c'est vous récupérez le véhicule à tel endroit, soit vous prenez un train. J'étais là à me dire si j'ai un train je peux pas récupérer mes affaires, enfin grosse merde. Un vendredi, génial. Et du coup ils m'ont dit si vous voulez il y a un véhicule mais c'est à Caen Lisieux il y a 1 heure. Sachant qu'il fallait que je récupère, enfin c'était pas possible. Et du coup ils m'ont dit sinon ce que vous pouvez faire, parce que c'est pas fini, il y a plein de trucs, sinon ce que vous pouvez faire, vous appelez une agence qui n'est pas dans notre secteur, vous louez un véhicule et puis nous on fera les démarches. Donc j'appelle Avis, s'ils ont un véhicule, nickel, tout va bien, je peux récupérer mes affaires, tout se passe bien, je rentre. Renault Capture, pas forcément un très bon véhicule pour faire de l'autoroute. À partir de 120 ça commence à être le bordel, il y a un sifflement, c'est un bourdonnement.
Voilà, je vous déconseille. Désolé Renault, mais faites mieux la prochaine fois. Après, sur la Toyota, je suis plus bas. Donc, comme il disait, peut-être que c'est la prise au vent qui est plus... Non, c'est de la merde. Non, je trouvais que la mesure de Clément en disant « faites mieux la prochaine fois » était mieux que « c'est de la merde ». Le capture est nul. Il n'y a rien franchement, le capture, il est... Moi, je trouve qu'il est très bien. C'est un bon véhicule. Mais pour faire de la ville. Au niveau confort, oui, voilà, peut-être plus adapté pour de la ville que de la grosse route. Mais ville et puis route, quoi. Oui, voilà, mais pas trop gros autoroute. Bref. Jusque-là, tout se passe bien. Je rentre. Donc là, tout s'est bien passé, tout ça. Le samedi, je réutilise mon véhicule. Donc là, cette fois-ci, j'étais garé en marche avant. Donc le Renault Capture. Je veux pour reculer. Et puis, je vois, parce que j'avais caméra équipée, hein, quand même. Je vais pour reculer. Et puis là, j'ai plus d'image. Je me dis, peut-être qu'elle est sale. C'est pas grave, je recule. Il n'y a plus de caméra. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite, pareil, je fais la deuxième chose. Quand je suis chez moi à nouveau, je recule, je me dis, mince, enfin bon, voilà. Et je devais m'arrêter à un truc de relais pour déposer des vêtements. Donc je m'arrête, je vais déposer les vêtements. Au moment de remonter dans la voiture, je fais, putain! En fait, la caméra, il faut savoir, chez les Renault Capture, elle est dans le logo Renault. Ouais. Et le logo, il était plus là. Parce que c'est juste collé. Donc du coup, ils me l'ont décollé et puis ils l'ont débranché, ils ont récupéré ce qu'ils ont besoin. Et apparemment, c'est des pièces qui sont volées, tout ça. Donc moi, obligé d'appeler le loueur pour leur dire, voilà, je me suis fait ça. Ah, la franchise. Mais mais je m'en fous. Franchement, j'étais là à me dire, mais je m'en branle. Enfin voilà, qu'ils me la piquent, c'est pas grave. Sauf que c'est pas fini. C'est pas ta faute, quoi. Oui, c'est pas fini. Le mardi de la semaine d'après. Mercredi. Le mercredi, donc on devait aller voir avec ma copine un concert de Powerwolf. C'est génial. Okay. Franchement, c'est un groupe de métal que j'ai vu au Hellfest, que j'ai découvert. Et là, au Zénith, ils avaient mis le feu. Enfin, c'était top. Franchement, super concert. Je vous le conseille à découvrir. Donc Powerwolf. Sauf que j'étais aussi garé sur un parking. Il y avait beaucoup de monde. On a attendu. Et au bout d'un moment, il y avait moins de monde. Et puis, en face de moi, il y a quelqu'un qui recule. Il me tape dedans. Avec la capture ? Oui, avec la capture. Donc, lui, il me voyait pas parce que déjà, il avait trop de baies et tout ça. Enfin, c'est une vieille Renault Twingo. Alors, il me tape dedans et puis moi, je klaxonne, mais au dernier moment. Donc, heureusement, mais rien. Franchement, que dalle. Mais dans le noir, tu savais pas de trop. Donc, il m'est rentré dedans. On a refait un autre constat. Le gars, pareil, c'était son premier constat, tout ça. Voilà. Et là, j'ai fini. Mais voilà, que des merdes. Tu vas pouvoir te reposer là. C'est quoi ? Arrête de sortir, reste chez toi. Mais justement, je me suis dit, mais j'ai dû toucher quelqu'un, j'en sais rien, mais... Ah là, comme quoi la poisse ça tourne. Hein. Y a pas que moi. Sans déconner, mais ça, c'était il y a un moment. Non, mais... Là, ça fait une semaine, ça va mieux. Non, mais attends, mais j'ai eu du tout pareil. J'avais voiture de loc, je me suis fait rentrer dedans sur le périph' avec un Jumpy. C'était un Jumpy à 80 km/h qui m'a rentré dedans. La voiture, elle avait... Jumpy contre Jumpy ? Jumpy à l'arrêt contre Jumpy en mouvement, ouais. Ok. Et du coup, elle avait 20 000 bornes, neuves, hein. Et épave. La tienne ? Ouais. Ah oui. Donc, elle est obligée de louer une voiture le samedi et tout pour aller chez le client lundi. Donc, je joue la voiture et tout, nickel. Et je leur dis, moi, il me faut un gros modèle parce que j'ai beaucoup de choses, quoi. Ok, pas de souci. Renault Twingo, ça vous irait ? Je crois que t'as pas compris, mec. Vous n'avez pas compris ce que j'ai dit, en fait. Je dis, je veux le plus grand. Donc, il m'avait fourni une Toyota Corolla, comme Clem. Donc, nickel et tout, je prends ça. Et puis, je suis là-bas dans le sud. Et puis, je dis, c'est bizarre, il y a un pneu qui fait que de me dire regonflez-moi. Ouais. Donc, j'appelle Avis pour leur dire... Gonflez-moi. J'appelle Avis pour leur dire, j'ai un pneu, à mon avis, je pense qu'il est un peu... il est un peu juste. Un peu en train de mourir, quoi. Un peu faible, ouais. Je dis, j'ai déjà regonflé, là, il est en train de mourir. Ok, pas de souci. Écoutez, vous passez à l'agence, puis on trouve une solution. Je dis, Avis, tu vois, c'est quand même pas mal de... Ils font pas mal de bagnoles, quoi. Oui. Je dis, écoutez, moi, je peux venir le soir à 19h. Je passe, je décharge la voiture de mon côté. Je vous laisse la voiture pour faire la réparation. Non, je vais tout de suite pour faire la réparation. Et le gars, il me dit, ouais, pas de souci et tout, je prévois la voiture. Je dis, je prévois la voiture. C'est-à-dire, on va vous remettre la même voiture, monsieur. Je dis, mais vous pouvez pas changer le pneu? Ah non, c'est pas comme ça que ça se passe. Hein? Ah bon? Et en fait, non, ils ont pas de garage en direct, ils sont obligés de changer les voitures d'une à une, ils te remettent une autre voiture neuve, etc. Donc je dis, pas de souci, mais moi, vous me filez pas une Twingo, quoi, les gars, vous déconnez pas. Hein.
Donc j'arrive à 19h. Ah bah c'est bon, la voiture, nickel, elle est là et tout. Une Twingo. Non. Non, vous avez mis plus gros, vous avez mis une Clio. Je dis bah c'est bon, c'est la même voiture. Hein. Oui, elle est là, elle regardait et tout. Puis elle va pour me donner les clés, puis elle dit attendez une seconde, je regarde un truc. Et en fait, la voiture, elle avait plus de 50 000 bornes. Et à partir de 50 000, tu peux plus louer les voitures. Mais non. Si, en termes d'assurance. Donc la personne, elle me dit ah bah ils ont pas vérifié, bah on peut pas vous la donner. Bah tu décroches un pneu de la Corolla, tu la mets sur celle-là, et c'est tout. Je dis je fais Bah, comment changer les pneus. Je dis bah vous changez les pneus. Ah bah non mais monsieur, moi je peux pas faire, hein, c'est pas moi. Alors il faut revenir dans 3 jours et il y en a pour 3 jours. Dis quoi bah, je le fais tout de suite. 3 jours pour non. changer un pneu. Vas-y, garde ta Je dis, non, Corolla, là, moi, je le fais. moi faut que je parte demain quoi, j'en ai besoin demain. Je dis bah vous avez quoi d'autre? Et là, le vide. Je commence à discuter et tout, puis elle me dit bah si vous voulez j'ai ça et tout, ça. Bon, je dis bah le plus gros, bon bah je vais prendre un Arcana. Oh Du non. coup j'ai pris un Arcana, mais bon, siège cuir et tout. Les boules quoi, avec toutes mes pièces et tout. Puis j'ai dit bah faut trouver une autre solution quoi. Donc je dis là vous avez une semaine, je reviens dans une semaine, vous me rechangez de voiture. Ah d'accord. Que des conneries, des trucs comme ça. Ah ouais, c'est compliqué. En vrai, t'aurais pris un cric, t'aurais démonté d'un côté d'un pneu, t'aurais démonté de l'autre côté, c'était réglé. Hein. t'aurais eu ta Ouais, mais Corolla, hein. le problème de ça, c'est que si jamais tu fais ça et qu'il y a un problème avec les assurances, bah après c'est pour ta pomme. Très franchement. Bah oui, bien sûr. Après, il faut, Ça reste chiant. pour finir là-dessus, je trouve qu'il y a quand même une grosse différence maintenant avec les gens qui reculent. Les gens regardent plus du tout derrière avec les caméras. Ouais, parce Ils qu'il y se a tous fient- les bip bip, les Ils machins. se fient Ouais. beaucoup à ça. Et j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'accidents comme ça en arrière, alors qu'avant il n'y en avait pas tant que ça. Parce ben, que Oui, vas-y, termine. j'ai l'impression que les gens se fient beaucoup plus à ça et pas. Pour continuer là-dessus, étant donné que maintenant j'avais un véhicule qui avait une caméra de recul et bip bip, bah j'ai pu, parce qu'on m'a pris la caméra, et ben c'est très pratique parce que maintenant je fais beaucoup plus attention, mais je suis toujours en permanence à regarder mes différents rétros, à aller doucement, parce que en fait j'ai tellement peur de taper dans la personne de derrière que du coup je fais que ça. Par contre, effectivement, avant, bah du coup je regardais pas trop, c'est vrai que je faisais confiance à la voiture, et puis t'as même la fonction où tu sais, t'appuies sur un bouton et puis t'as tout qui se fait. Jamais. Ouais, non. Donc voilà. Sur le van, on n'a pas tout ça et il est long en fait. Nous, on a le van rallongé. Et ouais, tu es obligé de faire méga gaffe quoi. Puis en plus, le truc, c'est que quand c'est long comme ça, méga gaffe. C'est le nom du mec dans Fort Boyard. Oui, c'est ça. Et en fait, t'as pas de truc. Et en plus, la plupart du temps, ton rétro à intérieur, il sert à rien parce que c'est trop loin. Et puis nous, on laisse ce qu'on fait quand on part, on laisse le machin occultant parce que bah moi, j'avais l'habitude du jumpy du boulot. Oui. Donc, et j'avais la tôle, donc en fait, j'avais pas de rétro intérieur. Ouais, de toute façon, les deux Et du coup, bah, je me fie au rétro latéral et ça suffit amplement. Puis regard direct. Et puis des fois, tu fais un peu comme tu peux quoi. Mais t'aurais jamais voulu t'installer une petite caméra derrière Non. Ouais, il y a des trucs qui existent. En fait, ça permet d'être pas pratique. détection, juste vision quoi. Ça permet quand même pas. Faut pas que ça serve pour se garer, mais ça permet de savoir où t'en es. Je trouve que c'est pas mal pour ça. Je trouve que ce qui peut être intéressant pour un véhicule comme ça, c'est d'avoir une caméra qui a un angle vachement à 180 degrés pour les moments où tu sors de parking et trucs comme ça, pour voir s'il y a des voitures qui arrivent un peu en mode miroir sur le bord de la route, quoi, qui ont des miroirs incurvés. Et là, ça pourrait être pratique, mais pas pour se garer. Franchement, la plupart du temps, j'en ai pas besoin. Et au pire, soit comme il est un peu haut, en fait, j'attends que les roues arrière butent sur le trottoir. Et du coup, ça me dit stop. Soit s'il y a un mur, je tape le mur. Tu t'approches. Ma copine, elle peut descendre pour aller regarder. C'est ma copine qui fait la caméra. Elle fait bip. Vas-y, arrête. Dans ma Logan break, je suis bien au sec. Je tiens le volant en passant devant la bibliothèque. À 50 à l'heure, dans l'avenue Pasteur, j'ai fait un retrait au Crédit Lyonnais, au distributeur. 30 € dans le coffre arrière, il y a mon cocker. Pour paquet de carnage, en cas d'accrochage, y a une grille en fer. Et voilà, j'arrive comme prévu, jusqu'à la sécu. Bonjour madame, je viens restituer ce que j'avais touché lors d'un trop perçu. Rien ni personne ne m'arrête dans ma course folle. Oh non non,
sur le trottoir, sortant de chez Damar, c'est Madame Grinjou. Clignotant, coup d'œil dans le rétro. Attention, je fais un créneau. Je sors la saluer, mais avant je mets mon gilet fluo. Et pour bien fermer, bip centralisé, c'est pratique. Ah pardon madame, j'oubliais l'alarme, car on ne sait jamais. Comme vous êtes chargé, allez-y montez. Mettez la ceinture, c'est quand même plus sûr. 2 points, c'est vite fait. Allez, rien ni personne ne m'arrête dans ma course folle. Tagada, tagada, je suis le prince du rock'n'roll. Bah écoutez, moi tout simplement, j'ai voulu passer une soirée tranquillement avec ma compagne et se dire qu'on irait aller voir un petit film au cinéma, se faire un petit resto, passer un moment romantique pour remonter la sensualité dans le couple. Et du coup, t'as acheté une pizza? Non, on a mangé McDo. On a regardé les bronzés. On a mangé McDo, on a regardé McDo. Et après, je lui ai dit, on baise. Arrivé dans le lit, je fais, on n'entend pas Alex. T'es pas romantique. Il a fait romantique. Je suis prêt, regarde. Et donc nous sommes allés voir sous plusieurs personnes qui nous disent allez le voir, il est cool, le Comte de Monte Cristo. Avec Pierre Ninet. Voilà, avec Pierre Ninet qui est à l'intérieur. Donc c'est un film, c'est un film qui est produit par Mathieu Delaporte et Alexandre de la fenêtre. Je cherchais une connerie. Ah oui, elle est pas mal celle-là. Et il bosse chez La Paire. Et donc ouais, c'est un film avec Pierre Ninet, donc le monde de Monte Cristo, pour vous expliquer un peu la synopsis globale. Donc c'est un monsieur qui a été victime d'un complot qui s'appelle Edmond Dantès, et il a été arrêté le jour de son mariage, et malheureusement pendant plus de 14 ans il a été retenu captif pour en plus quelque chose qu'il n'avait pas commis. Et donc, en fait, il a réussi des années plus tard à s'évader, et grâce à un autre monsieur, il a pu, en fait, jouir d'une richesse immense, et grâce à ça, il a pu devenir le comte de Monte Cristo, et mettre en place sa vengeance contre les personnes qui l'avaient trahi. Voilà. Dans les grosses lignes. Et t'as trouvé ça comment ? C'est, franchement, le film, on nous avait dit, ouais, il est super et tout machin, il est vraiment top. Il est vraiment bien... Je connais pas le bouquin, donc je peux pas comparer malheureusement. Mais le film bienvenue est chez les ch'tis. Pour moi, c'est au-dessus. mais du coup, est-ce que dans franchement, j'ai préféré ce film à Kung Fu Panda. Ouais, voilà, c'est ça, exactement. Ouais, t'as eu du mal à le dire, mais pourtant, moi, j'avais bien aimé, mais t'as pas les mêmes goûts que moi, c'est tout. Non, mais en vrai, le Comte de Monte Cristo, moi je le dis, même si vous avez pas lu le bouquin ou autre, et puis même avec ma compagne, on est assez critique. En général, il est vraiment bien. Il est pas, c'est pas le film de l'année, mais il est vraiment bien. Avec ma compagne, on est assez franchement, critique. au niveau critique. Moi, je me définirais cinématographe. Voilà, franchement, je vois que sur la presse. C'est pas loin d'une carrière à Télérama. Voilà, moi, je vois que sur la presse, il a eu 3,6. Moi, je lui aurais mis 4. Voilà, je pense que la presse est un peu injuste avec lui. Non, mais outre l'histoire est vraiment cool, les mises en scène sont vraiment classe. Il y a Pierre Ninet joue très bien, hein, c'est un très bon acteur. Et non, c'est vraiment un film qui est très cool, et l'histoire est prenante, ce qui a fait que ça m'a un peu donné envie d'aller lire le bouquin, en fait. Ah ouais, mais bon. Ouais. Voilà. Oui, va lire le bouquin. Non, mais c'est pour ça, je me doute qu'il y a plein de trucs qui vont pas, mais ça fait qu'est-ce que l'un de vous est allé voir ce cher film ? Ben, moi. Ouais, Filou. Donc t'es allé le voir ? Oui, mais de toute façon, Oui. de toute façon, t'avais lu le bouquin et t'es allé voir le film. J'avais déjà donné mon avis, mais je vais revenir rapidement. Voilà, je pense que c'est un très beau film. Je trouve que surtout la photographie est magnifique. C'est beau, vraiment. qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. Ouais, c'est beau. Non, mais c'est les beau, images c'est beau. Les images sont super belles, mais moi j'étais déçu par le film parce que je connais très bien le livre et que c'est une très mauvaise adaptation du Comte de Monte Cristo. Ce n'est pas l'histoire du Comte de Monte Cristo. En voyant ce film, vous n'avez pas vu le Comte de Monte Cristo. C'est pas une adaptation du livre, mais c'est une façon de le... Bah, ça s'appelle quand même Le Comte de Monte Cristo. C'est pas genre un autre titre, et
au début du film, ça aurait pu être écrit inspiré de l'œuvre d'Alexandre Dumas, Le Comte de Monte Cristo. Mais là, ça s'appelle vraiment Le Comte de Monte Cristo. Et c'est pas du tout... C'est inspiré du Comte de Monte Cristo, mais c'est pas l'histoire du Comte de Monte Cristo. Je voulais juste savoir, je me rappelle plus, Dorian, quand tu avais fait la proposition aux expatriés de venir dans le coin de Nantes, la pièce de théâtre qu'on avait été voir, où il y avait une histoire avec une fille qui héritait de tout un héritage. Porteur d'histoire. Ouais, mais c'est pas tiré de livres ou je sais plus quoi. Si, clairement, moi j'ai reconnu le Comte de Monte Cristo dedans. Oui, voilà, ça me fait. Il y avait des éléments inspirés, oui. Il y a des éléments. Il y avait des éléments du Comte de Monte Cristo, ouais. D'accord, porteur d'histoire. Ok, parce que je voudrais bien. Je suis sûr, il doit y avoir une adaptation filmique, graphique, voilà, bref, et que ça doit être bien. Voilà. Désolé, interruption. Et toi, Dorian, du coup ? Alors moi, ça fait un moment que j'ai vu maintenant. La photo est très belle. L'histoire, elle est très bien. Moi qui n'avais pas encore lu et qui n'a toujours pas lu, parce que j'ai toujours pas avancé, mais j'ai un peu lu, un peu commencé, mais j'aimerais bien finir le livre. Mais j'ai trouvé quand même que ça, dans les grandes lignes, on va dire, ça suit quand même. L'histoire est top, les personnages jouent super bien. Moi, je trouve qu'il y a cette un peu, on en avait déjà parlé, mais cette vibe de nouveaux films médiévaux, on va dire, de ces années-là. Qui reprennent les grandes histoires de livres, etc., avec les Trois Mousquetaires, etc. Voilà, ouais. Je voulais en venir là. Et je trouve que franchement, c'est super beau. C'est pas des films chiants, c'est bien cuté, c'est dynamique. Moi, je les ai pas vus passer les 3 heures et je trouve que c'est accessible à tout le monde. Ça permet aussi de donner une envie, comme tu disais, Alexandre. Moi aussi, ça m'a donné envie de lire le livre pour en savoir plus. Et je trouve que c'est bien la première fois où tu as des films qui te donnent autant envie. Par exemple, je trouve que c'est des films qui ont été filmés un peu à la Netflix, où tu te dis, c'est beau, quoi, ça te donne envie, et ça te donne envie d'en savoir plus, ça donne envie d'aller plus loin. Alors après, voilà, je sais peut-être que, Philibert dit que c'est pas la même chose que le livre, mais moi j'avais vraiment adoré, et si jamais je peux, je l'achèterai en Blu-ray pour le garder. Je trouve que je me suis vraiment pris une claque, j'ai vraiment tout adoré. Un truc que j'ai apprécié aussi, c'est vraiment, t'as le début du film qui est super lumineux. Je sais pas si tu vois, c'est très lumineux, très ouvert, machin. Et au fur et à mesure du temps que tu vois son problème, ça devient de sombre. Et t'as que vers la fin où t'as une pointe de lumière qui arrive. Et je trouve que ce contraste vraiment imagé, je pense, ce que la personne a pu... Enfin, là, ce qu'elle a pu vivre ou autre, déjà, je pense que c'est horrible de se faire accuser à tort. De se faire trahir par des gens que t'aimes, je pense que c'est dégueulasse aussi. Enfin, que t'aimes ou que t'aimes pas, hein, dans tous les cas, mais des personnes. Et je trouve que ça, c'est un bon truc d'avoir fait ça, d'avoir mis en plus en scène ce truc-là où justement, tu vois qu'il est de plus en plus sombre, qui a cette partie d'ombre qui est grandissante jusqu'à la fin où il pardonne, on va dire, dans un sens. Voilà. Et là où tu as une pointe de lumière, non, je trouve ça vraiment cool de l'avoir mis comme ça. Et je sais pas si dans le livre ça se retranscrit un peu similairement, tu vois. Il faudrait que je le lise pour voir. Voir si on a cette même impression, tu vois. Ce que j'aime bien aussi, c'est que ça reste un film français. Et que pour une fois, c'est pas... on se dit pas, ouais, c'est encore un film américain. Là, c'est vraiment un film français, d'une histoire française avec des acteurs français. Et si vraiment ça s'externalise, ça se mondialise, et en gros, les gens verront ça, ils se diront, la claque, c'est beau, ça donne envie. Tu vois, pour une fois, on peut être fier de ça, comme les Trois Mousquetaires. Alors, c'est un beau film. J'aurais un aparté à faire après avec les Trois Mousquetaires 2, si vous voulez qu'on en parle rapidement. Je l'ai vu. Vas-y. Je les ai pas encore vus avec Mister Civil. Là. Ouais, François Civil. J'ai trouvé ça moins bien. J'ai trouvé ça vraiment moins bien. Moi, je trouve que toute la partie du siège de La Rochelle... toute la partie du siège de La Rochelle est top. C'est magnifique. Le film, en tant que tel... Je l'ai trouvé moins bien que le 1. J'en espérais peut-être un peu trop, je pense. Et j'ai été déçu, quoi. On m'a dit que j'ai vraiment été déçu. On m'a dit que le 2, c'était une... Parce que je suis pas allé voir les deux, mais on m'a dit que le deuxième, justement, c'était aussi une invention. Ça fait pas partie réellement des histoires... Si. Non, mais c'est comme le Comte de Monte Cristo, en fait. Ils ont pris des libertés. Ils prennent la liberté, ouais, ils prennent des libertés. L'histoire est bien, hein, mais ça, c'est moins bien. Je trouve ça moins bien que le 1. Peut-être que j'en attendais trop, mais... Je sais plus, c'est dans le 1 ou dans le 2 où il se retrouve dans un château avec Milady et il s'échappe là. François Civil. C'est dans le 1, le 1 il va en Angleterre là.
Mais, Ouais, je sais plus, il y avait une histoire où il se retrouve piégé dans un château. Ah, ça il c'est au s'évade. début du 2. Au début du 2. Et ben, mais à un moment, en fait, ils sont dans une pièce et ils recherchent des documents. Et donc il y a des gardes qui arrivent, ils les neutralisent. Et François Civil, il se barre sans prendre d'épée, alors qu'il doit s'échapper d'un endroit littéralement où il y a des centaines de gardes. Donc du coup, là, il part sans prendre d'épée. Mais du coup, tu hurles, mais prends une épée. Enfin, oui, je suis d'accord. 4 à disposition et il part sans rien. Ouais. Ça, Bon, après, pour un mec qui est censé mais s'échapper, non mais voilà, c'est un truc qui peut te sortir du film. Moi, effectivement, c'est un petit détail comparé à toutes les libertés qu'ils ont prises. Mais tu vois, c'est le genre de petit truc où tu te dis, mais évidemment qu'il fallait prendre une épée. C'est comme dans le conte de Monte Cristo, quoi. T'as un peu l'affrontement, t'as un affrontement final. Je me suis dit, putain, le mec, il est quand même chez lui, il a une armada chez lui, mais à aucun moment il a un flingue sur lui, alors que c'est l'époque où justement tu commences à beaucoup faire du fleuret plus flingue. Oui, même si je sais que la scène, en le fait, but c'est pour le film. Voilà, je pense pour le film, il y a aussi c'est vrai ça. que je me suis dit, bon, pour faire monter la sauce. Hein. T'as un flingue, Spoiler alerte, ça se passe pas du tout comme ça dans le livre. Non, mais je dis pas. Non, mais de toute façon, c'est vraiment. Si vous lisez le livre, vous vous rendrez compte que vous dites, mais en fait, c'est pas le conte de Monte Cristo. C'est pas du tout l'histoire. Donc ils ont pris des libertés. Oui. La fin du film n'est pas du tout comme dans le livre. Donc en fait, ils se sont basés sur rien en fait, parce que vraiment ça n'existe pas. Et du coup, ils ont fait à l'inspiration et forcément, tu peux avoir comparé à un mec qui est devant sa page et qui écrit des trucs, qui pense à d'autres choses, il réécrit, il se dit ah maintenant ça peut être comme ça, il réécrit. Après il fait lire à d'autres gens, ils disent ouais mais là il y a un peu des incohérences, il réécrit. Et du coup c'est réfléchi. Et je dis pas que le film n'a pas été réfléchi, mais tu as peut-être moins de temps et moins posé pour réfléchir à ça, quoi. Après, de toute façon, les adaptations, ça a toujours été jamais évident, quoi. Enfin bon, il y a tellement de trucs à prendre en compte que j'imagine. En fait, ça dépend si tu aimes l'œuvre ou si c'est une commande. Moi, je pense que par exemple, Peter Jackson aimait l'œuvre qu'il a adaptée. Et du coup, ça, surtout le Seigneur des Anneaux, voilà, il est vraiment bien adapté. Mais là, je sais pas quel est le rapport des réalisateurs avec le Conte de Monte Cristo, mais je sais pas s'ils ont lu le livre, quoi. Franchement, en sortant de la salle, je me suis dit, mais ont-ils lu le livre et pourquoi avoir adapté le Conte de Monte Cristo, qui est un bouquin qui est assez gros, en un seul film, et Les Trois Mousquetaires en 2 films, quoi. Ils auraient pu faire 2 films, 3 films de 3 heures pour le Conte de Monte Cristo pour éviter de mélanger des personnages, créer des personnages qui n'existent pas, créer des scènes qui n'existent pas pour modifier l'histoire. Enfin, je pense que tu peux adapter ça mieux. Ouais, mais est-ce qu'ils n'avaient pas peur aussi que ça fonctionne pas ? Parce qu'il faut savoir que là, comme on dit, ça le problème, c'est l'argent. C'est surtout un film qui va être très vu en France. On ne sait pas s'il va être adapté dans l'international, on ne sait pas s'il fera un truc énorme dans l'international, alors que Les Trois Mousquetaires, je crois qu'il a été présenté un peu partout et ça a bien marché ailleurs. Avec la qualité du film, c'est pas un si gros film, hein, attention. Hein, je crois qu'il a pas le budget est pas énorme, est pas si énorme que ça. Hein. Ouais, non, moi, je pense qu'avec la qualité du film, des images et tout, si tu adaptes vraiment le Conte de Monte Cristo, tu peux avoir des gens en salle, sur au moins 2 films. Ouais. Oui, c'est comme Trois Mousquetaires, comme Dune, ce genre de choses. Par contre, petit détail, Pierre Ninet a un très bon accent anglais. Non, mais je trouve que son anglais est très bon. C'est moche à dire, mais... Non, mais on sait que nous, Français, on a plein d'acteurs français qui sont pourris en anglais. Tu les entends parler anglais, t'as envie de chialer. Non, parce qu'on est mauvais, on est mauvais en langue en général. Mauvais. T'es mauvais, Jack. Mais là, pour le cas, quand il jouait l'anglais, j'ai trouvé ça pertinent, quoi. Je trouvais ça bien fait. Ça marche. Alors j'ai vu au cinéma Trap il y a pas si longtemps et j'ai vu. C'est bien ou pas ? Ah, c'est génial. C'est quoi, franchement. Alors c'est l'histoire d'un monsieur qui se retrouve au concert avec sa fille et le truc c'est que cette personne-là n'a pas fait des choses forcément très très légales. C'est un serial killer et un tueur en série et le problème c'est que voilà, c'est ça. Et le problème, c'est que il se retrouve enfermé dans un stade et il doit pouvoir en sortir parce que il y a tellement de forces de l'ordre que voilà, ils disent il va forcément se faire attraper, quoi. It's a trap. Et voilà, it's a trap. Et franchement, l'histoire elle est vraiment très bien. Mais par contre, au bout d'un moment, tu te dis non mais à un moment donné, les gars, non, c'est pas possible, quoi. Enfin, on voit bien qu'en un laps de temps,
il peut pas sortir. C'est pas possible. C'est pas possible. Il aurait dû forcément être mort. Mais non. Du coup, ils font durer un peu le truc. Et tu te dis, c'est dommage. À un moment donné, ça aurait pu s'arrêter, mais ça aurait été dommage que ça s'arrête comme ça. Donc du coup, la fin, moi, je la trouve bien. Mais il y a un moment où tu te dis, non. Tu prends dans n'importe quelle autre situation, la même situation, le gars, il est forcément mort. C'est sûr. Mais non, vu que c'est un film américain, il était pas mort. Voilà. Donc c'était un peu nul. Mais bon, c'est vers la fin du film. Après, sinon, il y a Les couleurs de l'incendie. Rien à voir. C'est un film qui est un peu plus industriel, à l'époque où il va y avoir la première crise économique mondiale. Et du coup, il y a une femme qui hérite d'une très grosse somme et qui malheureusement perd son mari. Elle a un fils, mais son fils devient tétraplégique, je crois. Il y a toute une histoire autour de ça et au niveau de ce que des personnes font en essayant de récupérer l'héritage de cette femme. Enfin bon, il y a toute une histoire où après elle va se venger. Et, l'histoire est très belle, les acteurs sont très bien dedans. Il y a Benoît Poelvoorde. Il y a comment s'appelle celui qui me fait penser à DiCaprio, mais en français, Cordillac. J'ai plus son prénom. Cornillac. Voilà. Clovis. Voilà, Clovis Cornillac. Clo-Clo. Et du coup, non, franchement, c'est un film à voir. Et le dernier que je m'étais à me noter, excusez-moi, je réfléchis. Oui, mais comment ça Choupi. Ah oui, Compromat avec. Il est passé sur France 2 celui-là. Oui, il est passé à la télé il y a pas si longtemps et j'ai re-regardé parce que je voulais le voir. Avec Gilles Lelouch et franchement, je le trouvais magnifique. Par contre, c'est. Okay. Ouais, j'imagine pas la situation parce que Compromat, c'est l'histoire d'un Français qui travaille en Russie et qui part malheureusement. Et directeur, PDG. Ouais, il est PDG, et puis il a voulu montrer des choses un peu trop, nouvelles pour la Russie. Parce que en fait, il a récupéré un théâtre, et puis il y a une pièce de théâtre qui se joue avec des danseurs contemporains, sauf que les danseurs, c'est deux hommes, et à un moment donné, ils s'embrassent. Et en Russie, ça passe pas. Mon Dieu. Et le problème, c'est qu'il avait demandé de l'argent auprès d'un gars pro-russe, un oligarque russe qui n'apprécie pas du tout ça. Et du coup, pour jouer avec ce qu'il a fait, subir en voyant cette situation où deux hommes s'embrassent, ils font un compromat. Donc en fait, c'est des preuves qui sont fausses contre une personne de nationalité autre que Russie et qui veulent emprisonner. Il y a toute une histoire autour de ça, et du coup, c'est une histoire vraie, et c'est un mec de Saint-Sébastien. Alors je savais pas si c'était une histoire vraie. Pour moi, comme il dit, c'est inspiré et puis après ils ont adapté. Mais apparemment, oui, il y a quand même des choses qui sont. Mais je savais pas que c'était à côté de Nantes. Coin. Je savais pas du tout. Ok. Mais c'est un truc de ouf, quoi. T'imagines toi l'histoire de dingue quand même. Tu restes là-bas dans le pays, quoi. Et puis c'est surtout que la France, comme ils disent, dans le film. Alors est-ce que c'était la réalité ? Mais en gros, il arrive à l'ambassade de France et l'ambassade de France dit, on est désolé, mais on peut pas vous aider, quoi. Enfin, il faut vous démerder, quoi. Ouais. Alors que tu te dis, mais c'est quand même ton ambassade qui est censée pouvoir t'aider. Non, on veut pas d'emmerde, donc démerdez-vous. Non, vous savez, les Russes, ils ont la bombe nucléaire, on n'a pas envie. Vous n'êtes plus français maintenant. Non, fallait pas faire de bêtises. Donnez-nous votre passeport, merci. Des messieurs qui s'embrassent, qu'est-ce que c'est ces histoires ? Non. Mais bon, c'est une belle histoire, avec des bons acteurs, franchement, à voir aussi. Merci. Voilà. Et donc, et puis pour finir, sur Netflix, je vous inviterai à aller voir Soulèvement, qui est un film coréen et qui est très bien. Et à ce moment-là, on pourra en discuter tous ensemble. C'est une histoire qui est assez intéressante. Et c'est le premier épisode, normalement, il y en aurait 2. D'accord. Donc, je crois, si je me souviens bien, ça s'appelle Soulèvement. Et c'est vraiment, vraiment top. Je suis d'habitude pas fan des séries coréennes, mais là, des films coréens, mais là, il est plutôt bien. Bien. Voilà. Donc moi aujourd'hui je vais vous présenter un objet, donc bienvenue dans l'univers des objets de philo. Balayette, enceinte, PC, canapé, néon, miroir, télé, imprimante, vélo, horloge, cassoulet, disque dur, jogging, chaussures, trépied, baguette, volet, brioche, tranchée, ampoule, micro, claquette, boîte à thé. Philo vous présente ces objets. Je vais faire un petit préambule. Donc on va parler un petit peu d'un sujet technique puisque c'est un objet électronique, mais en fait je fais ça à l'intention des auditeurs. Restez vraiment parce qu'en fait on va parler d'un sujet de trucs que vous utilisez tous les jours, que vous allez utiliser de plus en plus
et qui devient de plus en plus compliqué. Donc voilà, ça peut vraiment vous intéresser pour essayer d'y voir plus clair de ce qui va se passer à l'avenir. Voilà, ça c'est l'objet. Waouh. Alors, on dirait un appareil photo. Alors, un truc USB, un briquet. Ça fait un peu briquet. C'est un peu la taille d'un Zippo. Ouais, c'est un peu la taille d'un Zippo USB. Il y a sur le côté, il y a une mini, il y a une micro USB. Sur l'autre côté, il y a de l'USB-C. Il y a du. Ça doit être un adaptateur. On dirait qu'il y a aussi un chargeur Apple. Enfin, on dirait qu'il y a des trucs Apple. C'est un adaptateur tout lecteur ou tout format ou tout comme ça. Pas vraiment, non. Donc, il est tactile, il doit avoir un écran tactile. Non, voilà, il y a un écran. Il n'est pas tactile, mais il y a un écran. En fait, pour le contrôler, il y a un petit bouton, vous savez, comme les anciens trucs MP3 là. Ouais. Où le bouton il va à gauche, à droite et puis il s'enfonce avec un ressort qui revient. Donc c'est une marque chinoise qui s'appelle FNIRSI, donc c'est FNIRSI. Et le produit s'appelle FNB58. Voilà, c'est un peu barbare, mais c'est un super petit appareil. Donc FNIRSI, FNB58. Il peut être branché au PC, il y a une petite interface qui est fournie et aussi en Bluetooth. Alors je vous conseille, si vous voulez le prendre, de ne pas prendre le FNB48 parce qu'il est moins user-friendly. L'interface du 58 est plus sympa à utiliser. Ok. Donc ça, c'est un appareil qui se branche entre votre chargeur et votre appareil que vous voulez recharger. Comme un téléphone, une tablette, un PC, ce que vous voulez. Un adaptateur. Et en fait, non, c'est pas un adaptateur. C'est plus comme un oscilloscope. C'est un outil de mesure et d'information. D'accord. Okay. Donc, je vais pouvoir vous le brancher. C'est un multimètre. C'est un multimètre, oui, mais avec un écran. Wow. Et en gros, c'est un multimètre, quoi. La plupart des gens, je pense que ça va pas les intéresser, mais ça va me permettre de dériver sur le sujet qui va nous intéresser, qui sont les chargeurs de téléphone et trucs comme ça. Donc vous voyez, là, je l'ai branché, donc il y a un menu avec des trucs. Ici, je peux voir la tension et l'ampérage et le nombre de watts qui passent dans l'appareil. Donc ça, c'est intéressant. Et puis je peux, voilà, j'ai plein de fonctionnalités avec. Je vais vous détailler les plus intéressantes. Donc ça me permet de voir la tension, l'ampérage, les watts et puis la capacité des batteries aussi. En fait, je peux mesurer, en fait, je peux enregistrer la charge d'un appareil et du coup, ça me permet de savoir combien d'énergie est rentrée dans la batterie, par exemple de 0 à 100%, et comme ça, je peux savoir la capacité. Et aussi, je peux faire l'inverse. Je peux brancher, par exemple, une power bank dessus. Et ici, sur le connecteur USB qui est là, je peux mettre un genre de résistance qui va décharger la batterie. Et en fait, du coup, je vais pouvoir mesurer combien d'énergie est passée de 100% à 0 et de mesurer la capacité de cette batterie en faisant un cycle de charge. Aussi, ce qui est intéressant, c'est que ça permet de savoir quels sont les protocoles supportés par le chargeur et par l'appareil que vous rechargez. C'est ça dont on va parler, c'est des protocoles, parce qu'il y en a de plus en plus et c'est de plus en plus compliqué. Ça permet aussi de savoir, par exemple, la résistance du câble, savoir si votre câble il est en bon état ou pas. Et aussi, en fait, ça je peux vous montrer vite fait. Donc là, j'ai un espèce d'oscilloscope en temps réel où ça me permet de voir les tensions, le courant et tout ça. Et aussi, je peux enregistrer des courbes, donc de voir comment la charge s'est passée en fait. Donc je peux enregistrer, je choisis le seul truc qui est un peu chiant, c'est qu'il faut que je prévoie à l'avance combien de temps ça va durer et de prévoir un peu plus. D'accord. Parce qu'il faut que je dise enregistre pendant 2 heures, pendant 3 heures. Donc voilà, vous voyez la courbe de charge avec la courbe de fin de charge où il y a la tension et l'intensité qui s'inversent en fait. Ça, je vais expliquer rapidement. Et c'est combien le prix de cette petite je sais plus exactement. 1000 balles. Non, ça doit être une 50aine d'euros, peut-être un peu moins. Je sais pas. Tu pourrais être surpris. Moi, je pense que c'est au moins ça, parce que vu la techno qu'il y a dedans quand même, enfin un oscillo, tout ça, c'est tout ce que tu nous as montré en termes de... Bon, non, c'est un petit écran, OLED. Juste le prix. Moi, je dis 80,5. Moi, je dis 50 euros. 15 balles. J'aurais pas mis... Philibert, il aurait pas mis plus de 20 euros. C'est une trentaine d'euros sur AliExpress. Ah, tu vois, entre 30 et 50 euros en fonction de où vous le trouvez. Ah. Donc voilà, ça permet ça. Et en fait, pourquoi est-ce que j'ai acheté ce truc ? Parce que tout ce qui est chargeur et protocole de charge de téléphone et de tous les appareils, c'est à la fois plus simple parce que c'est en train de s'unifier avec l'USB-C et à la fois plus compliqué parce que il y a des standards et puis il y a des trucs moins standards que les fabricants font, notamment Apple, Samsung et autres fabricants de téléphones.
Et donc, on va essayer de s'y retrouver là-dedans. Déjà, pour comprendre rapidement ce que c'est qu'une batterie au lithium qu'il y a dans nos appareils, donc ce sont des batteries qui ont besoin d'un protocole de charge qui est bien précis pour ne pas qu'elles s'endommagent. D'accord. Au début, donc j'ai fait une petite courbe comme ça là, je vais expliquer. Au début, en fait, on va charger, donc admettons que votre batterie soit déchargée à 0%, et donc elle est à peu près aux alentours des 3 volts. Et quand elle a fini de charger, elle est à 4,2 volts la plupart du temps. Donc en fait, au début, elle est à 3 volts, et vous allez brancher votre téléphone pour le charger. Et en gros, au début, on va charger à courant constant. Donc on va appliquer un courant, par exemple 2 ampères, et en fait, on va attendre que la tension de la batterie monte jusqu'à la tension de fin de charge, qui est de 4,2 volts. Et après, on va passer à tension constante, donc on va rester à 4,2 volts, et on va faire doucement baisser l'ampérage jusqu'à ce qu'il arrive à 0. Et là, ça veut dire que votre batterie est complètement chargée. Ok. Et en gros, la deuxième partie, donc la partie à tension constante, et on attend que l'ampérage descend, on ne peut pas la compresser, parce que ça dépend... En fait, c'est là où la batterie, elle est dans un... Donc on atteint vers la fin de charge, c'est là où la batterie est la plus dangereuse, dans le sens où si on va trop loin, elle peut prendre feu. Donc en fait, là où on va pouvoir optimiser, c'est la première partie, c'est la partie à courant constant. La partie où elle se charge et elle prend toute l'énergie. Okay. Et c'est là l'enjeu de tous ces nouveaux chargeurs, c'est qu'en fait, on va pouvoir optimiser cette première phase de... Alors en fait, en vrai, il y a 3 phases. Il y a une toute petite première phase où le chargeur regarde dans quel état est la batterie et s'il peut commencer à appliquer des forts courants. D'accord. Okay. Mais avant pour éviter de cramer tout de suite. Voilà, pour éviter de cramer tout de suite. Mais en gros, ça c'est une partie qui est très courte au début. C'est très minime. Ça dure de quelques secondes à peut-être quelques minutes. Et puis après, on peut envoyer. Ok. Au début, avec les premières recharges de téléphone via USB, on pouvait appliquer des courants assez faibles. Et en gros, au maximum... Donc là, on va commencer à parler de watts. Donc watts, c'est la puissance électrique qu'on peut envoyer sur un téléphone. On s'en fiche, je vais juste donner des valeurs en watts pour vous montrer d'où on est passé avant et où on en est maintenant. D'accord. Sur un simple câble USB, il faut vous penser que, en fait, pour faire passer de la puissance dans un câble, si on veut envoyer plus d'ampérage, eh ben, il faut augmenter la section du câble. Ouais, sinon, en fait, votre câble il va fondre comme un fusible. Oui. Ou alors, si on ne peut pas... parce qu'en fait, les câbles USB, sinon, si on devait les faire grossir pour pouvoir passer autant de puissance, en fait, ils seraient gigantesques, hyper rigides. Alors, comment est-ce qu'on arrive à envoyer plus de puissance avec des câbles qui n'ont pas tant grossi que ça? Je vais vous expliquer. Alors, au début, en gros, pour charger un appareil, sur les premiers chargeurs USB, on pouvait monter jusqu'à... En général, vraiment les tout premiers, on était à 1 ampère. Donc ça veut dire qu'on était aux alentours des 5 watts de puissance. Et puis très rapidement, on est passé jusqu'à 2,4 ampères. Donc on allait jusqu'à... ça faisait toujours 5 volts. 5 volts, 2,4 ampères, ça fait 12 watts. Et puis, il y a commencé à avoir des nouveaux protocoles de charge qui sont arrivés. Donc je vais parler de 2, parce qu'ils sont assez standards. Et en fait, après, les fabricants de téléphones ont certaines fois leur propre standard à eux, mais en fait, ils ont leur propre protocole à eux, mais ils ne sont pas standards, en fait, ils sont dédiés. Donc, je ne vais pas parler de ça, je vais parler des plus communs, des standards. Vous en avez 2, vous avez Quick Charge de Qualcomm, qui ont fait ça parce que ils font les Snapdragon, c'est Qualcomm qui font les Snapdragon, qui sont dans la plupart des téléphones Android, c'est le processeur, en gros. Ok. Et vous avez Power Delivery. Alors, Quick Charge, en gros, je vais faire simple parce qu'on a déjà fait long. Ça a apparu en 2013 avec la version 1.0 et on pouvait envoyer 2 ampères à 6,3 volts, ce qui faisait à peu près une dizaine de watts. D'accord. 10-12 watts. Ah. Donc c'était pas beaucoup plus que ce qu'il y avait déjà. Oui. En 2014, ils ont commencé à pouvoir envoyer plus de puissance. On pouvait aller jusqu'à 18 watts, mais toujours, encore une fois, les câbles USB n'ont pas grossi. Donc en fait, pour pouvoir transférer plus de puissance, on va augmenter le voltage. Ouais, okay. Mais il faut que l'appareil qui reçoive ça soit compatible. Se supporter, ouais. Voilà. Parce que sinon, donc en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que quand vous branchez votre téléphone, il n'y a pas directement de l'électricité qui passe, il y a un dialogue. Le chargeur dialogue avec l'appareil et il dit « Ah, qu'est-ce que tu es capable de faire ? Ah, ok, au maximum, tu peux faire 9 volts, 2 ampères, et ben on va faire ça. » Et du coup, ils se mettent d'accord. Il y a des chargeurs de type chargeur rapide
qu'on peut mettre qu'avec certains types d'appareils et qu'avec les autres, ça fonctionne pas. On est Je vais d'accord, expliquer, ouais. C'est pour ça, parce qu'il y a un dialogue, en fait. Donc, il faut que l'appareil qui se puisse charge reconnaître le téléphone et parler ensemble. Et le protocole pour discuter avec le chargeur. Ok. Mais du coup, c'est pour ça aussi que tu as ton téléphone des fois aussi qui te dit charge lente. Parce que moi, je sais que mon téléphone il me dit ça. Parfois, ouais. C'est plutôt parce qu'il voit qu'il n'y a pas beaucoup d'ampères qui passent. Donc, en 2014, on passe à 18 watts. Et en fait, du coup, donc j'ai dit, pour augmenter la puissance, on peut soit augmenter l'ampérage, mais ça, on ne peut pas parce qu'on est limité par la taille du câble. Du coup, on va augmenter le voltage. Et en fait, donc, la puissance en watts, c'est la tension fois le courant, donc les volts fois les ampères. Donc en fait, si on est limité à 2 ampères, si on augmente les volts, par exemple, on passe à 9 volts, et ben 2 ampères fois 9 volts, ça fait 18 watts. Donc là, on passe à 18 watts. Et puis, les années avancent, on passe avec Quick Charge 3, qui est vachement utilisé maintenant, et qui peut permettre d'aller jusqu'à 36 watts, donc c'est 12 volts, 3 ampères. Donc là, 3 ampères, on va commencer à atteindre un peu les limites. Les câbles sont un petit peu plus gros, et puis on atteint un petit peu la limite de ce qu'on peut faire avec les tailles de câbles actuelles. Ensuite, il y a la version 4 en 2017, où on peut aller jusqu'à 100 watts, entre 90 et 100 watts à peu près. Donc avec 20 volts et 5 ampères, c'est le max. Désolé. Donc on peut aller jusqu'à 20 volts, 5 ampères. Ça fait 100 watts. Et aussi, il y a un truc intéressant, c'est que c'est toujours rétrocompatible. Par exemple, si vous achetez un chargeur Quick Charge 4, qui donc lui est capable d'aller jusqu'à 100 watts, et que vous avez un appareil qui est Quick Charge 2, par exemple, que vous pouvez aller jusqu'à 18 watts, et ben il le prend en compte. En fait, c'est évidemment rétrocompatible. Et en fait, parce qu'ils sont capables d'adapter leur tension et leur intensité par palier. Donc par exemple, Quick Charge 4, pour la tension, c'est par palier de 20 millivolts. Et ça permet d'ajuster au plus finement ce qui est capable de faire l'appareil. Putain, c'est ouf. Et aussi de gérer bien la fin de charge. C'est ouf. Moi, je trouve ça ouf. Et ensuite, voilà, actuellement, depuis 2020, on est à Quick Charge 5, qui est capable toujours d'aller jusqu'à 100 watts. Et on verra ce qui est possible de faire, dans le futur. Maintenant, on va parler de Power Delivery, parce qu'à mon avis, c'est lui qui est en train de gagner. C'est Power Delivery qui est partout, parce qu'il est basé sur l'USB-C. Et puis, en fait, j'ai l'impression, j'ai pas vraiment trouvé l'information, mais j'ai l'impression que c'est vraiment affilié à USB aussi, en fait, au consortium qui gère USB. Dans la première version de Power Delivery, pareil, on pouvait aller jusqu'à 10 watts, donc 5 volts 2 ampères, ensuite 18 watts, machin. Et où est-ce qu'on en est maintenant ? Maintenant, on en est à Power Delivery 3.1, et on est capable d'aller jusqu'à 240 watts. Ah, c'est énorme. Toujours en 5 ampères, mais via 48 volts. Et en fait, ça va nous servir à charger les PC. En fait, des trucs qui ont des plus grosses batteries. Ouais, les PC portables. Et en fait, dans le futur, de plus en plus, vous aurez des appareils qui seront capables, qui seront tous rechargés via USB-C. Et en fait, tout sera compatible. Vous pourrez brancher votre téléphone, vous pourrez brancher votre tablette, votre PC. Tout sera sur USB-C. Et je pense que c'est Power Delivery qui va gagner le combat parce qu'ils sont bien en avance. Là, on voit que Quick Charge, ils stagnent depuis 2020. Ils sont toujours à 100 watts. Là où Power Delivery, maintenant, avec ses 48 volts à 5 ampères, est capable d'envoyer 240 watts. Mais c'est quoi le risque ? Aucun risque, puisque, comme je t'ai dit, en fait, ils dialoguent avant d'envoyer n'importe quelle puissance. Les appareils dialoguent, en fait. Et donc, du coup, le chargeur ne va pas envoyer plus que ce que l'appareil peut accepter. Le seul risque, c'est que ta batterie soit endommagée en elle-même. Mais ça, le chargeur, il ne le sait pas. Et du coup, elle risque de prendre feu, machin. Et alors, qu'est-ce qui se passe ? En fait, pourquoi est-ce qu'on envoie aussi grosses tensions alors qu'on a besoin que de 4,2 volts pour une cellule, par exemple pour un téléphone ? Souvent, maintenant, les téléphones, ils sont aux alentours des... C'est en train de changer, d'évoluer sur les dernières versions. J'ai pris des exemples, mais on est aux alentours entre 30 et 60 watts. D'accord. Donc ça veut dire qu'à 5 ampères, on commence à envoyer de la tension. Et en fait, c'est juste pour transmettre l'énergie depuis le chargeur jusqu'au device. Donc en fait, dans le câble, il va passer 48 volts, mais après, à l'arrivée, pour pouvoir charger plus vite, il nous faut de l'ampérage. Donc en fait, cette énergie est retranscrite en 4,2 volts à l'ampérage nécessaire pour atteindre le tant de watts. C'est juste que pour passer dans le câble,
et ben on est obligé d'augmenter la tension parce qu'on est limité en ampérage parce que le câble est assez fin. Oui. Mais ça fait des chargeurs plus gros, ça, du coup, non? Alors oui, parce que ça va peut-être diminuer dans le futur, mais évidemment, si tu as plus de puissance, tu dois avoir des enroulements plus gros dans le bousin. Et je ne sais pas exactement quelle électronique dedans, mais effectivement, tu peux avoir aussi plus de dissipation de chaleur. Donc du coup avoir besoin d'une grosse masse métallique pour dissiper de la chaleur, et aussi pour peut-être un ventilateur ou un truc comme ça. Ça peut arriver parfois. C'est vrai que j'avais vu les chargeurs, j'en ai un qui est tout plat, t'as l'impression que ça devrait plus exister, mais je l'ai gardé. Puis j'en ai un qui est énorme, bon c'est con, je les ai pas sous la main, mais qui sont énormes. Et c'est vrai que effectivement celui qui est tout plat, même si je mets le même téléphone, là j'ai la sensation que déjà il chauffe plus une fois que j'ai fini de charger mon téléphone. Par contre l'autre qui est beaucoup plus gros, déjà c'est un chargeur rapide et du coup ça envoie, mais il est chargé super rapidement quoi. Et puis il est pas chaud, mais par contre il est beaucoup plus gros. Comme ça que t'as cramé ton PC toi. Peut-être. Et du coup, ce qui est intéressant avec cet appareil, c'est que non seulement je peux savoir à quelle puissance on est, mais aussi je peux savoir, par exemple, comme je m'intercale entre le chargeur et le téléphone, en fait, lui, il est capable de voir la communication qui se passe, et il est capable de voir tout ce qui est capable de faire le device et le chargeur. En fait, il m'affiche, ok, c'est du Power Delivery 3.1, et l'appareil, il est capable de faire du 5 volts, 9 volts, 12 volts, 20 volts. Ok. Par exemple. Je suis allé voir un peu les derniers smartphones du moment sur plusieurs marques, sur savoir ce qu'ils étaient capables de faire. Donc j'ai pris l'iPhone 16 Pro. Donc lui, ils ont des batteries aux alentours de 13, en fonction de la taille, parce qu'il y a 2 tailles. Et évidemment, plus le téléphone est gros, plus il y a de la place pour la batterie. Donc les batteries, elles font 13 Wh ou 17 Wh. Donc ça, en fait, souvent, les fabricants vous affichent les capacités de batterie en milliampères-heure, mais ça ne veut pas dire grand-chose parce que ça dépend de la tension. Le wattheure, c'est indépendant de la tension. Donc, et comme les chargeurs sont en watts, ça va vous donner une idée de à quel point c'est rapide de recharger un téléphone. Puisque, en fait, par exemple, dans l'idée, si vous avez une batterie qui fait 20 Wh avec un chargeur qui fait 20 watts, vous allez pouvoir le charger en 1 heure. Puisque c'est 20 watts par heure. C'est comme la vitesse, quoi. Donc l'iPhone 16 Pro et Pro Max, ils sont capables de charger à 30 watts. Donc en gros, 30 watts. Non, 30 watts, c'est la batterie qui fait... les wattheures, c'est une capacité. Ok. J'ai pris le Google Pixel 9 Pro qui lui a une charge à 45 watts avec une batterie entre 17 et 19 Wh. Donc vous allez peut-être pouvoir charger à peu près une demi-heure, 45 minutes. Parce qu'en fait, comme il y a toujours cette tension de fin de charge qui doit être laissée à la batterie, en fait, vraiment la fin de charge, là où le courant descend doucement, en fait, ça, on ne peut pas le compresser. Donc ce qui va pouvoir être compressé au maximum, c'est vraiment quand on envoie le maximum d'ampères, le maximum de puissance. Donc ça donne quand même une idée. Ouais. Et par exemple, vous avez les Xiaomi 14T Pro qui, eux, ont une charge qui est propriétaire à Xiaomi. Donc il faut acheter le chargeur Xiaomi pour ça, qui permet de charger le téléphone à 120 watts. Donc ça va très très vite, c'est assez puissant. Et qui ont une charge il y a aussi maintenant les charges sans fil. Et ils commencent à donner les capacités des charges sans fil. Et par exemple, la charge sans fil, elle est à 50 watts. Donc on voit qu'elle est quand même assez puissante par rapport à une charge filaire qui, pour l'instant, on avait eu 30 watts et 45 watts. Vous avez aussi les OnePlus qui ont une charge à 100 watts. Oppo, ils ont une charge à 80 watts. Et puis, par exemple, le Sony Xperia One, qui est le fleuron de chez Sony, ils ont seulement, par exemple, 30 watts de charge. Il y en a qui mettent un petit peu de technologie dans la charge, puis d'autres un peu moins. Ils se contentent des protocoles un peu basiques, quoi. Peut-être ils verront plus tard. Et puis j'ai pris un dernier, le Huawei Pura 70, qui a plutôt une bonne batterie et qui a une super charge. Pareil, c'est une charge... Là, Huawei, c'est un peu comme Apple. Ils sont passés dans un espèce d'écosystème, donc pour avoir le maximum de charge, il faut avoir le chargeur Huawei. Ils arrivent à faire une charge à 100 watts en fil et 80 watts sans fil. Donc ça, c'est assez fort aussi. Mais il faut avoir le chargeur Huawei. Ah oui, quand même.
Ah, ça doit chauffer, hein. Ton téléphone il doit chauffer. Hein. Oui, avec la charge sans fil, c'est pas trop, ouais. Bah, c'est en mode de toute façon par défaut, induction, c'est ça. Enfin, inductif, ça chauffe quoi. Pour optimiser la charge, si jamais c'est quelque chose qui vous intéresse, là on va parler un petit peu du matériel pour conclure. C'est quelque chose qui peut devenir important dans le futur parce que il existe des chargeurs par exemple. Tu sais pas ce que t'envoies. Ouais, non, c'est pas ça que je voulais dire. Mais par exemple, vous pouvez acheter des chargeurs maintenant qui vont vous dire, ok, ils supportent une puissance max de 240 watts. Mais parfois, en fait, c'est un peu galvaudé parce que c'est sur tous les ports. Vous savez, maintenant, les chargeurs, ils proposent plusieurs ports. Oui. Et en fait, ils cumulent tous les ports qu'ils proposent et ils vous disent, voilà, maintenant, celui-là, il est capable d'envoyer 240 watts. Mais en fait, il faut un petit peu regarder. Et il faut, en fait, ça se trouve, le port le plus puissant, il envoie 140 watts. Mais c'est largement suffisant pour un PC, par exemple. Et après, vous avez d'autres ports où vous allez avoir peut-être 65 watts pour pouvoir charger votre téléphone. Puis un autre port à 30 watts pour pouvoir charger vos écouteurs ou une tablette ou un autre téléphone. Enfin voilà, vous allez pouvoir mixer ce que vous voulez charger sur un seul chargeur qui auront tous en gros le même protocole qui sera probablement Power Delivery si vous prenez un truc générique et qui pourra charger à différentes puissances. Et ce sera à vous de sélectionner le bon. Donc, si on a un conseil à donner, c'est il faut essayer de rester dans sa gamme de noyaux ou de téléphones. Par exemple, moi, si je suis chez Apple, il vaut mieux garder les chargeurs Apple parce qu'on sait qu'on a le maximum et en termes de dialogue, c'est là qu'on va charger le plus rapidement. Ouais, alors, ils peuvent... en fait, je pense que, par exemple, pour les charges propriétaires, en fait, c'est pour vous obliger à acheter le matos chez eux. Le chargeur. Mais en fait, c'est toujours compatible Power Delivery. Ah, mais ma question, c'est est-ce que c'est vraiment intéressant ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ou pas ? Moi, je trouve qu'il n'y a pas forcément toujours besoin de charger très très vite. Mais ce que je voulais faire, c'est expliquer aux gens ce que ça veut dire et pourquoi tout ça va arriver et qu'est-ce qu'il faudra choisir en fait. En fait, ce que vous allez choisir, ça va dépendre de votre appareil, de votre utilisation. Ouais. Par exemple, ça peut être intéressant d'acheter maintenant, si vous avez besoin, un chargeur qui va peut-être aller jusqu'à 250 watts avec 3-4 ports. Et en fait, ça, il va vous durer longtemps parce que vous pourrez charger votre téléphone, votre PC, votre machin. Et vous aurez qu'un seul chargeur, par exemple, si vous bossez au bureau. Vous pourrez avoir qu'un seul chargeur avec plusieurs câbles. Et puis vous le branchez à un mur, vous branchez votre PC, votre machin et truc. Et en fait, ça fait tout en un. Ouais, oui, d'accord. Ça évitera d'en avoir 36 et puis de prendre plusieurs prises. Ouais. Et aussi, par exemple, moi, je me suis beaucoup préoccupé de ça parce que, comme je suis en voyage, j'avais besoin d'une batterie, d'une power bank qui était capable de charger mon PC. Si jamais, vu qu'on est... Pour l'électricité, on a soit quand le moteur tourne, soit le panneau solaire. Mais si on roule pas et qu'il fait pas beau, eh ben, j'ai pas beaucoup d'électricité. En fait, on a une batterie auxiliaire dans le van, mais elle n'a pas une capacité infinie. Donc, du coup, ça pouvait être intéressant d'avoir un chargeur, une power bank. Et en fait, je me suis intéressé à ça parce que je comprenais pas ce qu'il fallait que j'achète en fait. Et comment fonctionnait Power Delivery et qu'est-ce qu'il fallait vraiment parce que j'ai des powerbanks qui sont Power Delivery mais ça fonctionnait pas avec mon PC parce qu'en fait pour le PC il lui fallait un Power Delivery qui était capable d'aller jusqu'à 20 volts en fait et moi mes Power Delivery elles étaient capables d'aller que jusqu'à 12 volts 5 ampères un truc comme ça. Donc en fait la vraie réflexion de ce que tu veux dire derrière c'est il faut adapter son chargeur en fonction de son besoin et en fonction de son équipement. Si jamais tu as besoin d'avoir un téléphone chargé rapidement, tu peux prendre un truc qui charge vite, mais ça sert à rien de prendre un truc qui fait 200 watts si ton téléphone il supporte que 30 watts. Oui, ou alors ça peut être aussi pour le futur aussi. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'il ne faut pas se dire « Ah putain, mon téléphone il a Power Delivery 30 watts, je ne vais pas acheter un chargeur de 200 watts. » Mais en fait déjà vous pouvez charger plusieurs trucs en même temps. Le Power Delivery 200 watts, eh ben, évidemment il ne va pas envoyer 200 watts tout le temps, donc en fait... Faut pas avoir peur de brancher dessus. En fait, il va s'adapter. Il peut aller jusqu'à 200 watts, mais si votre téléphone il supporte que 30 watts, il va pas cramer. Ils vont s'adapter en fait. C'est juste qu'il est capable d'aller jusqu'à 200 watts. Et aussi, vous allez pouvoir l'utiliser par exemple pour votre PC. Parce que moi, j'aimerais bien remplacer mon gros chargeur Asus de PC qui est gigantesque. C'est un adaptateur 230 volts là.
dont j'ai pas forcément besoin tout le temps. J'ai besoin peut-être quand je l'utilise à fond avec la carte graphique qui me permet de faire du montage vidéo. Peut-être que là, j'ai besoin des 230 watts qu'il envoie. Mais pour un usage quotidien, moi j'aimerais bien avoir un plus petit chargeur qui, en fait, avec du 140 watts, j'ai largement de quoi faire. Parce que je vois que, par exemple, la batterie que j'ai achetée, c'est une batterie un peu intelligente sur laquelle il y a un écran. Et en fait, je vois du coup quand je branche mon PC ce qu'il consomme. Elle me dit en fait combien elle consomme derrière. Et je vois que en fait, même quand il est allumé et que la batterie est déchargée, que je le branche, ça tire pas plus de 80 watts quand je suis en usage normal. Et en fait, du coup, je prends un chargeur Power Delivery 140 watts. Ça me permettrait peut-être de tout couvrir. Peut-être, j'ai pas encore fait de test quand le PC il tourne à fond. Et du coup, ça permettrait de diminuer ta consommation, quoi. Ouais, ma powerbank, elle est capable d'envoyer jusqu'à 140 watts. Donc je pourrais voir si je pourrais me mettre dans une configuration où je mets ma carte graphique à fond, ouais. À fond, et puis je peux prendre un bench test, donc un petit logiciel qui va tout faire tourner à fond, le processeur et la carte graphique, pour voir combien ça tire, et voir si par exemple 140 watts ça suffirait ou s'il faut vraiment du 230 watts. Okay, mais d'accord. En gros, ce que je veux dire, c'est que tous ces chargeurs-là, ça va arriver, ça va être probablement unifié. Même les téléphones qui ont des charges propriétaires, ils supportent tous le Power Delivery. Donc vous pouvez y aller en fait. Vous pouvez avoir un chargeur Power Delivery qui a l'air d'être le protocole qui est en train de gagner la bataille de la standardisation, puisque elle est vachement liée à USB. Okay. Et en fait, tout est Power Delivery. Maintenant, quand vous achetez des nouveaux trucs, et du coup, vous pouvez vérifier quand vous achetez du matériel quel protocole supporte votre téléphone et quelle puissance, et puis choisir le ou les chargeurs en fonction de vos besoins. Par exemple, vous pouvez avoir, comme je disais, un chargeur qui fait pour à la fois le PC, le téléphone et tout, si jamais vous en avez besoin. Ça peut exister en fait, un chargeur qui a jusqu'à par exemple 200 watts et qui a plein de sorties différentes, une à 140 watts, une à 30 watts, une à 65 watts, qui peut être suffisante. Par exemple, vous pouvez brancher le 140 watts pour votre PC, 65 watts pour la tablette, 30 watts le téléphone. Donc vous allez avoir tout en un. Donc ça peut être pas mal. Et puis aussi, il faut faire attention à vos câbles. Parce qu'en fait, les câbles, ils sont pas tous compatibles. La plupart des câbles USB-C, ils vont au moins jusqu'à 20 watts. Donc les USB-C to USB-C, qui ont 2 USB-C de chaque côté. Mais en fait, pour aller jusqu'à des puissances comme 140 watts ou 200 watts, il faudra des câbles adaptés. Et donc du coup, il faut vérifier aussi que le câble est capable de fonctionner. Oui, ça sert à rien d'avoir avec la puissance, ouais. Une grosse puissance, c'est un câble de merde. Ok. Ouais. Donc il faut faire attention au câble. Et donc vous pouvez additionner toutes ces puissances, votre PC, votre téléphone, votre tablette, pour trouver le chargeur qui vous correspondrait si vous avez besoin du tout en un. Mais ça fait que dans un sens, ça a même un côté un peu écologique, quoi. Parce que si t'as qu'un chargeur, ça te fait moins de production, donc... Et puis aussi, pourquoi je dis ça, c'est parce que de plus en plus, les fabricants ne livrent plus les chargeurs ni les câbles avec le téléphone. C'est vrai, t'as raison, ouais. Et donc du coup, ça peut être, si vous avez un PC Windows, un téléphone Apple, une tablette Samsung, et ben vous pouvez unifier tout ça avec un seul chargeur. Moi, j'aime beaucoup la marque Ugreen, qui est bien et pas cher, pour tout ce qui est les câbles, les chargeurs. J'ai même des adaptateurs pour transformer de l'HDMI en VGA ou l'inverse. Enfin, ils font pas mal de trucs. Et donc Ugreen, ils font des bons produits qui ne mentent pas en fait. Ils vont vous dire oui, ça va jusqu'à 140 watts, ils vous détaillent tout, ils vous disent tel port c'est jusqu'à tant de watts, etc. Ils sont pas là pour mentir, vous savez ce que vous achetez. C'est un très bon rapport qualité-prix. Ok, très bien. Merci parfait, pour le conseil, merci bien. C'est bien, c'est intéressant. Super, oui, c'est vrai. C'est vraiment bien. bien. Ouais, je pensais, parce que vraiment, quand je me suis plongé dedans, je me suis dit putain, on ne comprend rien. On ne comprend plus rien à tous ces trucs. Avant, on avait un chargeur qui était fourni par le fabricant, c'était facile, et on se retrouvait, c'est vrai. Moi, je trouve qu'on se retrouvait avec beaucoup de chargeurs. Et maintenant, on peut unifier tout ça parce que il y a ce protocole Power Delivery qui est là et qui est une chance de pouvoir tout unifier. On peut acheter un seul chargeur Power Delivery, on branche, on met son PC, son téléphone, et je trouve que c'est quand même plus pratique. Moi, par contre, du coup, on voit bien que, comme tu es assez à être curieux et à connaître, tu t'en sortirais, mais quelqu'un qui n'y connaît rien...
Ah, il peut être mieux, ouais. C'est pour ça qu'il faut acheter le max et avec le meilleur câble. Basta. Mais c'est là où ou alors, si vraiment tu as besoin de charger que ton téléphone en Power Delivery, que tu n'as pas de PC de machin, ça peut, tu vois, si ton téléphone, pour l'instant, il a que du 30 watts, bah peut-être que si tu sais ça, peut-être que tu te feras pas avoir par un vendeur qui va te vendre un truc 65 watts ou 200 watts qui coûte le double ou le triple. Tu dis non, mais moi il fait que 30 watts, je prends ce chargeur-là avec ce câble et ça me va très bien. Ouais. Par contre, moi, ce qui m'interpelle un peu, c'est que, comme on dit, c'est que depuis qu'ils ont décidé aussi de ne plus mettre les chargeurs dans les boîtes, en fait, ils vous disent, oui, vous pouvez réutiliser vos chargeurs d'avant, il n'y a aucun souci. Bah si, parce que ça se trouve, ton chargeur d'avant, comme tu le dis, il n'est pas du tout adapté à ton téléphone. 12 watts ou 18 watts. Donc en fait, c'est un peu un mensonge. Il chargera moins fort, c'est tout. Ouais. Oui, mais justement, si tu veux être optimal à ce moment-là, c'est aussi un truc où tu vas revenir au magasin en disant non, c'est bizarre, il charge lentement alors que vous m'avez dit qu'il pouvait charger rapidement. Ah bah écoutez, ça vient peut-être de votre chargeur, il est peut-être allez racheter un chargeur. Et on a vu le prix des chargeurs, il a augmenté. Hein. C'est pas tout à fait vrai parce que quand j'ai eu mon premier Google Pixel, j'avais un adaptateur 12 volts dans la voiture, parce que ça aussi c'est à prendre en compte, ils sont Power Delivery et il y a des puissances. Donc c'est écrit dessus. Et donc mon ancien adaptateur, il chargeait pas mon téléphone, parce qu'il n'avait pas de Power Delivery, donc le téléphone il chargeait pas. Il disait bah non, je sais pas, le chargeur me dit rien, il chargeait pas. Et donc, du coup j'ai dû racheter un adaptateur qui était compatible Power Delivery. Donc j'ai un port 18 watts et un port 30 watts. Ouais. Et donc du coup je peux charger plusieurs trucs en même temps. Mais j'ai dû changer de matériel parce que si c'était pas Power Delivery, il voulait pas charger. Donc ça peut être nécessaire de changer de matériel en fonction de ce que vous avez et des nouvelles technologies de téléphone qui arrivent avec ces protocoles Power Delivery. Donc il y a des fabricants qui ont leur propre protocole. Par exemple, vous avez Oppo et OnePlus parce que c'est les mêmes marques, il me semble. L'un est le sous-marque de l'autre, bref. Je crois, oui. Ça s'appelle Super VOOC. Vous avez Huawei qui ont leur Huawei Supercharge. Vous avez Xiaomi qui ont leur protocole Hypercharge. Donc en fait, ça c'est des protocoles qui sont propriétaires. Ouais, mais peut-être que leur chargeur à eux embarque ça et du Power Delivery. Peut-être du Power Delivery bridé à 30 watts, je sais pas, ou à 65 watts. Parce que par exemple, l'Hypercharge de Xiaomi c'était jusqu'à 120 watts en câblé. Donc peut-être qu'ils embarquent aussi du Power Delivery, tu vois, pour être compatible. Parce que c'est un standard qui est pas propriétaire à une marque de téléphone comme Qualcomm avec leur Quick Charge. Enfin, c'est lié à USB. Ok, ça marche très bien. Donc voilà. Ah oui, merci pour n'ayez ces pas infos. peur de ça. Si jamais vous avez un chargeur plus puissant, ça ne cramera pas votre téléphone. Et puis si jamais vous avez plusieurs appareils, vous pouvez tenter d'unifier tout ça. Si par exemple vous avez besoin de porter votre téléphone, votre tablette et votre PC dans une pochette et de ne pas avoir 3000 chargeurs, vous pouvez aussi unifier ça avec des chargeurs qui ont plusieurs puissances qui seront adaptées à votre téléphone, à votre tablette, à votre PC et qui auront suffisamment de puissance pour optimiser tout ça et charger ça au mieux. Ok, parfait. Merci beaucoup Philippe pour toutes ces informations. Mais de rien. C'était vraiment super intéressant. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère que ça aura été instructif et que vous aborderez les chargeurs et les charges de téléphone et de PC de manière plus sereine, que vous avez un bon paquet de films à regarder. Et puis, n'hésitez pas à venir nous retrouver sur les réseaux sociaux. Je vous invite également, si vous ne l'avez pas encore fait, à aller écouter notre épisode 50 avec les amis de Sapristi Saucisse. Et puis, si vous ne les connaissez pas, vous pouvez aller écouter leur podcast. Ils sont super sympas. Et puis, en attendant le prochain épisode, on vous dit à bientôt. Salut. À bientôt. Salut. Ciao.
J'adore l'ail.